Cette provisoirement dernière vidéo de la série sur Flynn discute de la façon dont Genetrix utilise ou pourrait utiliser les possibilités de l'ontologie et du langage Flynn. Je ne décris pas de nouvelle syntaxe Flynn ici et je me demande si la place de cette vidéo est vraiment dans cette série. Mais il y a des exemples de code Flynn intéressants et il faut bien qu'elle soit quelque part. Commençons par discuter de traitement automatique du langage. Il existe aujourd'hui dans Genetrix un module qui gère le langage naturel, c'est Xiang. Xiang apporte en premier lieu un lexique composé de lemmes, flexions, syntagmes et quelques autres entités utilitaires. Ce lexique se décline actuellement dans trois langues, français, anglais et espagnol, chacune accompagnée de sa grammaire. Chaque grammaire a trois fonctionnalités principales: réaliser des énoncés simples pour affichage de messages dans l'interface, analyser grammaticalement des énoncés simples aussi, et encoder le lexique de chaque module dans les fichiers de vocabulaire. Mais il n'y a pas aujourd'hui dans le langage Flynn de structure ou de syntaxe dédiée au TAL. Selon le framework de Genetrix, chaque module définit des éléments de l'ontologie, entité, champ, action, état, etc., et les associe par la relation intitulée à des éléments lexicaux, lemmes, flexions ou syntagmes, et ce dans chaque langue. Ces liens de relation intitulés sont des entités nommées réflexes pour représentation lexicale. En parallèle des modules, chaque langue définit aussi des réflexes pour associer à des éléments lexicaux des éléments du langage tels que déterminants, adverbes, rôles sémantiques, mais aussi des actions ou des états communs. Lors de l'exécution d'une transaction, la plupart des messages affichés sont générés à partir des représentations lexicales encodées dans des fichiers de vocabulaire en PHP afin de ne pas pénaliser les temps de réponse par de nombreux accès en base de données. Ce long détour pour arriver à ce que peut donner la génération d'un énoncé en Flynn. À peu de choses près, l'exemple de cette diapositive transpose en Flynn la structure construite aujourd'hui dans un tableau associatif PHP qui est passé à la fonction qui réalise les énoncés dans Genetrix. L'énoncé qu'on cherche à réaliser est recherche des sujets du 24 mai 2023 contenant test par Didi. Ce genre d'énoncé est affiché en résultat d'une recherche. Trois étapes ici. Premièrement, construire la structure sous-jacente à l'énoncé en termes d'éléments d'ontologie et de forme, phrase ou date. Deuxièmement, l'interrogation qui est facultative mais permet de vérifier qu'on récupère bien tous les éléments de la structure. Troisièmement, appeler le service réalise de l'entité énoncée avec la langue souhaitée et la structure créée. Le journal de l'interpréteur de Flynn affiche la variable $réalisé alimentée en sortie. Attardons-nous un peu sur la structure pour faire quelques remarques. $structure est une ID abstraite créée par l'opérateur chapeau. La structure est composée de liens rs_eo, relation nommée ainsi à défaut de mieux pour rôle sémantique, élément d'ontologie. On voit plus clairement dans l'interrogation que chaque nœud lié par la relation rs_eo est la composition d'un lien rs de la langue avec un lien eo vers un élément d'ontologie qui peut être un lien, une forme de type date ou phrase ou un terminal. Les liens composés rs-eo ne sont pas spécifiques à cet énoncé. D'autres énoncés pourraient les utiliser et ils ne seraient pas recréés. Par exemple, tous les énoncés ayant l'entité recherche en sujet vont avoir un lien rseo vers le même lien langue.rs.sujet.eo.kojo.entité.recherche. Ça me semble intéressant en termes d'économie de stockage ou de recherche d'énoncés via un élément de leur structure. Si on enregistre tout ça dans l'ontologie, on n'est pas obligé, on peut faire un rollback. Il faut relier $structure à quelque chose pour pouvoir la retrouver ensuite. On pourrait par exemple créer un lien du user connecté vers la structure, quelque chose comme EuroIDUser pour énoncé.eurostructure. À noter que les énoncés réalisés aujourd'hui dans Genetrix ne sont pas stockés dans l'ontologie. Le service énoncé.service.realize existe pour démonstration et expérimentation. Changeons de sujet. L'attribut état est présent sur toutes les entités, y compris lien qui est aussi une entité. L'utilisation de l'état n'est pas uniforme. Sur les entités du système de gestion, on s'en sert pour la gestion du cycle de vie d'une entité, par exemple créer, valide, fermer, supprimer. À noter que l'état supprimé ne sera pas présent sur l'entité puisqu'on l'a supprimé, ce sera l'état indiqué dans la table des historiques des entités.
Dans le cas qui nous intéresse ici, celui des liens de l'ontologie créés pour la configuration de Genetrix, on utilise les 4 valeurs conf, init, def et ref, selon que le lien doit être créé dans tous les environnements ou seulement dans certains, c'est lié à la génération de code, et selon que le lien représente une définition ou une utilisation. Par l'exemple de la balise envoyée du module DNS, on voit que la relation balise est utilisée aussi bien avec l'état def pour définir une balise qu'avec l'état ref pour l'utiliser dans la vue recherche. À une valeur de l'état, pour cette relation, semble correspondre une structure de lien dans l'ontologie, structure plus ou moins simple. Pour formaliser cette idée, j'introduis la notion de signature d'une relation qu'on examine à la diapositive suivante. Une signature est une interrogation qui permet d'extraire les liens utilisant la relation avec des contraintes sur les autres éléments du lien, c'est-à-dire l'état, le nœud et le nœud lié. Une relation peut avoir plusieurs signatures. La relation balise en a 3 qui sont exposées ici. La première est une définition. Le nœud doit être le terminal d'un module. Un module est défini par un lien de relation module au terminal site. Le nœud lié a pour seule contrainte d'être un terminal. La deuxième signature est une utilisation. Le nœud doit être la vue ou l'export d'une entité. Le nœud lié doit être une balise définie par le même module que celui de l'entité, de la vue ou de l'export. La troisième est aussi une utilisation, semblable à la précédente, à la différence du nœud lié qui doit être une action ou un champ défini par le module de l'entité et qu'il a un état différent. Un lien de relation balise qui ne serait pas ramené par une de ces 3 signatures n'aurait pas de signification pour l'ontologie de Genetrix. Il faut considérer que les signatures sont aussi les interrogations qui permettent d'extraire les liens qui vont donner lieu à la génération du code exécutable de Genetrix, même si dans les faits, les requêtes sont mutualisées par économie de code et de coût d'exécution. Certaines relations sont fonctionnellement liées entre elles, sans qu'aujourd'hui cela soit explicité par un lien dans l'ontologie. Dans les exemples ci-contre, les liens avec les relations attributs et champs-clés supposent des liens avec la relation champ. Les liens avec les relations AF et MAJ supposent des liens avec la relation action. On retrouve ces relations, entre relations, de manière implicite dans les signatures des relations, ici champ, attribut et champ-clé. Dans les signatures des relations attributs et champ-clés, on voit que le nœud lié $champ a une contrainte qui porte sur l'existence d'un lien de relation champ. Malheureusement, à date, les signatures sont stockées dans l'ontologie sous forme de chaînes de caractères et pas directement sous forme de liens, ce qui diminue l'exploitabilité de l'information. Définition IBM Cognos de la cardinalité. La cardinalité d'une relation est le nombre de lignes liées à chacun des 2 objets de la relation. Le module Betty définit les cardinalités admissibles, à compléter quand le besoin se présente. Les cardinalités des liens de l'ontologie sont stockées sous la forme d'un terminal de 5 caractères, un groupe de 2 caractères 0, 1, n ou b pour le nœud, ensuite le séparateur underscore pour la lisibilité, et un second groupe de 2 caractères 0, 1 ou n pour le nœud lié. Dans chaque groupe de 2 caractères, c'est assez intuitif, le premier est pour le nombre minimal d'occurrences, le second est pour le nombre maximal. Les valeurs 0, 1 ou n sont assez compréhensibles, je ne m'étale pas dessus. La valeur b signifie que le nombre d'occurrences, min ou max, est de 1 sur le bocal, c'est-à-dire le contenant. Cette valeur a été introduite pour gérer le cas très courant où l'on souhaite l'unicité d'un attribut, typiquement le code, non pas sur toutes les entités de ce type, mais parmi toutes les entités rattachées au même bocal. Si on détaille chaque exemple, premièrement, le module DNS a de 0 à une ressource. Deuxièmement, chaque ressource a obligatoirement un attribut code et celui-ci est unique parmi toutes les ressources. Troisièmement, chaque version de ressource a obligatoirement un attribut code et celui-ci est unique parmi les versions de la même ressource. Le code Flynn alimentant l'ontologie de Genetrix est le fruit de l'évolution du paramétrage de son ancêtre écrit en PHP. Dans plusieurs cas, un terminal est utilisé seul là où on pourrait s'attendre à trouver un lien, selon l'idée générale qu'un terminal est abstrait et que les symboles sont les liens. Par exemple, pour la relation du lien ressources.maj.cray,
Ne devrions-nous pas avoir betty.relation.mage à la place de mage? Ça aurait du sens, mais ce n'est pas indispensable, sous réserve de respecter quelques contraintes d'unicité présentées ici. Chaque relation est définie de manière unique dans le modèle. Par exemple, mage et champ donné sont des relations définies par le module Betty pour l'ensemble de l'ontologie. On peut donc utiliser ces terminaux comme relations plutôt que les liens complets, sans introduire d'ambiguïté. Les entités sont aussi définies de manière unique dans le modèle. Dans le lien ressources.mage.cray, le terminal ressources remplace le lien dns.entité.ressources. L'action ressources.mage.cray a un champ donné nommé code. Comme ressource est une entité de DNS, le champ donné code est relatif au champ code de DNS par construction de l'ontologie. D'autres types d'éléments, comme les catégories, qui ne figurent pas sur la diapositive, doivent être définis de manière unique dans l'ontologie par un terminal, c'est-à-dire qu'un autre module ne peut déclarer une autre catégorie utilisant le même terminal. L'utilisation des terminaux à la place de liens allège le code Flynn et le rend plus lisible. Ça allège aussi les requêtes de déclaration et d'interrogation de l'ontologie, mais ça ne change pas la taille physique de la base de données, car stocker dans un nœud l'ID d'un lien ou celle d'un terminal est égal. Soulignons à nouveau que ces simplifications et contraintes sont des choix faits pour l'ontologie de Genetrix et non des nécessités du métagraphe pour lequel le langage Flynn a été développé. Définitivement, ça ne devrait pas être dans la série sur Flynn. Dans la partie préambule, on a vu qu'un terminal n'avait pas de signification lui-même, mais seulement utilisé dans un lien, éventuellement implicite comme vu sur les diapositives précédentes. On a vu aussi la convention retenue pour la signification de la relation, à savoir ce que le lien représente pour le nœud. Quid de la signification du lien, spécialement lorsqu'il est composé avec un autre? Examinons 3 exemples tirés de l'ontologie de Genetrix et qui respectent la convention qu'on vient de rappeler. Entre parenthèses, dns.champ.code, .forme.mot. Ce lien peut être énoncé en langage naturel comme la forme du champ code de DNS est mot. C'est l'acception de loin la plus couramment rencontrée aujourd'hui dans l'ontologie. Si on projette ces liens dans un monde orienté objet, champ serait une classe et dns.champ.code serait une classe dérivée de champ. Deuxièmement, dns.entité.ressources, .cardinalité.11_0n. Ce lien peut être lu la cardinalité de la relation entité entre DNS et ressources est 11_0n. Dans le monde objet, ici, dns.entité.ressources ne représenterait pas une classe dérivée d'entité, mais la relation entre DNS et la classe ressource dérivée d'entité, soit une exception différente du premier cas. Troisième exemple, entre parenthèses kojo.form.date, entre parenthèses format.langage.sql, .date utf8 unicode, etc. Ce lien peut être énoncé ainsi. Le format en langage SQL de la forme date de Kojo est date etc. Si on met le focus sur le lien format.langage.sql, il représenterait dans le monde objet la classe format en SQL dérivée de la classe format. Par rapport au premier cas, la classe parente n'est plus la relation du lien mais son nœud. En conclusion, on constate qu'un lien peut avoir plusieurs acceptions, selon la place du lien inclus dans le lien contenant, c'est-à-dire s'il est nœud, relation ou nœud lié, et selon la relation du lien contenant, par exemple cardinalité. Ajoutons que cette problématique d'acception est transparente lors de l'utilisation de l'ontologie par la machine pour la génération de code, et qu'elle me semble intuitive pour l'humain qui lit les déclarations Flynn. Et pourtant, ça me surprend que la signification du lien puisse varier alors que la signification de la relation soit fixée. Pour clore cette discussion, l'analyse de la volumétrie du code permet de constater la place du langage Flynn dans le projet Genetrix. Sur à peu près 100 000 lignes de code Flynn, la moitié concerne l'alimentation de l'ontologie et du système de gestion de Genetrix. L'autre moitié résulte de la conversion de fichiers RDF du web sémantique, ayant pour objectif d'alimenter des ontologies personnelles indépendantes de celles de Genetrix. Le développement du projet se poursuit, l'ontologie de Genetrix est en constante évolution, enrichie de nouvelles entités, de nouvelles relations. Le langage Flynn s'améliore aussi selon les nouveaux besoins rencontrés.
J'espère que cette série vous aura intéressé. Vous pouvez tester vous-même Flynn et son interpréteur sur le site test.genetrix.com et même y créer vos propres ontologies. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à tout bientôt pour la suite de mon aventure de dev.